Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Vous allez découvrir une nouvelle femme super inspirante. Accrochez-vous parce que là c'est une histoire vraiment unique. Je la découvre avec vous. Donc elle est l'auteure d'un livre aussi qui a un nom pareil, unique. Donc l'effet popcorn, plein d'histoires inspirantes de deux mêmes personnes inspirantes qui vous partagent leur quotidien, leurs difficultés, comment elles le transforment. On va parler de ça. Donc du coup c'est Marie-Josée Harel. Suivez cette interview, elle est avec moi. Salut Marie, Bonjour David. comment vas-tu? Ça va très bien et toi-même? J'aime beaucoup l'énergie du Québec, donc je me sens bien ici. C'est un peu comme chez vous là au Québec là, c'est bien ça. En fait, pour nous, c'est marrant parce que ça a l'impression que c'est un beau mélange entre Ouais. l'énergie américaine et française, donc bravo. Mais on est heureux de t'accueillir. Parfait. Alors, tu as une histoire qui est assez étonnante. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es euh, Eh bien, voilà. moi, je suis une femme de 41 ans. Je suis en couple maintenant depuis 12 ans. J'ai un garçon de 7 ans. J'aime bien le dire parce que des fois, actuellement, ça contraste beaucoup avec ce que j'ai vécu Oui, oui, avant. on va- Oui, ouais. Et ma famille est une famille d'entrepreneurs assez connue au Québec. Ils avaient un gros restaurant sur l'autoroute 20, le restaurant Madrid, qu'à peu près tous les gens du Québec connaissent. Donc, mon père a construit le premier camion monstre, Monster Truck au Québec. Peut-être tu as vu ça aux États-Unis, c'est Ouais, très populaire. ouais, Et c'est il a des fait. grosses camions avec Oui, des énormes oui, roues oui, là. c'est ça. Oui, mon frère est aujourd'hui le promoteur de ce type de spectacle, là, le plus important au Canada. Alors, je viens d'une famille très, très, très colorée et tout me destinait, moi, à C'est prendre la marrant. relève de l'entreprise familiale parce qu'il y avait plusieurs volets dans cette entreprise-là. Mais très jeune, à l'âge de 15 ans, moi, j'ai commencé à me passionner de spiritualité. Et j'ai toujours, je ne sais pas comment ça a commencé. Je sais juste que vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à me poser toutes sortes de questions existentielles comme est-ce que Dieu existe, quel est le sens de cette vie, qu'y a-t-il après la mort? Et j'ai eu un très grand besoin de trouver des réponses à ces questions-là. Alors du coup, pour resituer, est-ce que tes parents étaient croyants? Moi, j'avais reçu, ici au Québec, là, à l'âge où j'avais à ce moment-là, j'avais vraiment reçu l'éducation religieuse catholique à l'école. Aujourd'hui, c'est plus comme ça au Québec, mais à ce moment-là, c'était comme ça. Et oui, mes parents étaient pratiquants. On allait à la messe à tous les dimanches. Alors, j'habitais dans un petit village et je faisais partie de la chorale des jeunes. Mais reste qu'à 15 ans, je commençais à questionner beaucoup de ce qu'on m'avait enseigné, justement, dans cette éducation-là. Et j'ai commencé à faire toutes sortes de lectures, beaucoup dans le domaine du nouvel âge et de l'ésotérisme. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça, à la réincarnation aussi. D'accord. Et ça m'a conduit à faire un voyage intérieur que j'aime dire aujourd'hui quand même très intellectuel. Parce qu'à ce moment-là, ma quête était De aussi comprendre. ou de comprendre, de trouver des réponses. Moi, dans ma tête de jeune fille de 16-17 ans, j'étais convaincue que Dieu pouvait se résoudre aussi simplement que des mathématiques, que cette grande énigme, il y avait justement des réponses claires et précises. Et tout a basculé à l'âge de 22 ans où je suis allée faire une retraite de 5 jours dans un centre chrétien catholique, une retraite majoritairement en silence. Du coup, C'est- ça t'a parlé quand je t'ai dit que j'ai fait Oui, 10 jours de méditation. je comprends, je comprends. Je pense que ce sont des arrêts dans une vie qui font extrêmement de bien. Et j'ai été surprise de ce qui m'attendait là. Puis en fait, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à l'expliquer. J'ai vécu une très grande expérience spirituelle qui m'a bouleversée intérieurement, profondément. Et les seuls mots que j'ai pour le verbaliser, parce que le propre d'une expérience spirituelle, c'est qu'on a de la difficulté à la À décrire. mettre des mots dessus. Voilà. Et la seule façon que j'avais de décrire ça, moi, à l'époque, c'était de dire j'ai rencontré Jésus au plus profond de mon cœur. Il ne m'est pas apparu, je n'ai pas eu d'apparition, mais au plus profond de mon cœur, j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec le personnage de Jésus. Et c'est tellement fort qu'après 5 jours de retraite, je ne vois plus du tout la vie de la même façon. Je me sais aimée profondément. Je me sens aimée. Je sens que j'ai une mission, quelque chose à accomplir ici. Même, je dirais, même les couleurs à l'extérieur n'étaient plus pareilles. On dirait qu'avant, tout était un peu terne et là, tout était un peu plus vif et coloré. Et surtout, je change complètement de système de croyance. Pour moi, ça devient évident que tout ce à quoi j'adhérais jusque-là, qu'on parle de réincarnation, de différentes croyances ésotériques, ça ne convient plus, c'est pas ça ce que je ressens au plus profond de moi. Et je retourne à mes racines chrétiennes, catholiques. Un revirement incroyable, là, écoute David, j'ai 22 ans à ce moment-là. Ouais, ça fait Euh, un sacré.
Pour mes Surtout amis, étant donné ce que tu disais vis-à-vis de tes parents et l'entreprise et tout. oui, mes amis, que personne comprend autour de moi. Personne saisit ce qui se passe. En fait, on pense même que j'ai eu droit à un lavage de cerveau. Et c'est difficile d'avoir un lavage de cerveau dans une retraite en silence quand même, hein, on s'entend. Alors, et c'est un moment de ma vie où je me cherche beaucoup professionnellement. Je n'ai pas envie de reprendre l'entreprise familiale. Je me sens appelée à autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et je décide d'aller faire du bénévolat dans cette communauté-là à raison de quelques jours par semaine, qui est un centre, en fait, où ils accueillent des gens continuellement comme ça pour des retraites. Et oui, oui, il y a quand même un coût, mais un très faible coût. Et, et là, après quelques mois de ça, ben, j'ai le sentiment, je ressens comme un appel à la vie consacrée. Et je décide d'aller Alors, du coup, passer voilà, une année complète là, dans le but de voir, de dire est-ce que je suis vraiment faite pour la vie consacrée, est-ce que c'est quand ça tu dis la pour vie moi? consacrée, parce qu'en France, je ne sais pas si ça parle à... Oui, la vie religieuse, Ok. vraiment de vivre devenir avec, sœur, pour sœur. devenir sœur, exactement, la démarche pour devenir bonne sœur, je pense, comme vous le dites Oui, on souvent dit en ça. France, c'est On ça, dit une ça. bonne sœur. Nous, ici au Québec, on parle de religieux, De nonne. religieuse, de... Voilà. Et finalement, je vais passer une année là, puis une année devient 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai vécu 6 ans, de l'âge de 22 à 28 ans, en communauté religieuse, comme une sœur, où Mais j'ai du coup, fait... c'est un engagement que tu avais pris ou... Oui, oui, j'ai vraiment fait des engagements de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. J'avais décidé de donner ma vie à Dieu de cette façon-là et de le servir dans cette communauté-là, Wow. qui était une façon, on s'entend. Aujourd'hui, je repense à ça, puis je suis capable de comprendre ce que les gens autour de moi pouvaient ressentir parce que c'était tellement... Un virage, ouais. Oui, un virage inusité, tellement différent. Tu sais, moi, toutes mes amies en étaient au début de leur carrière, pensaient à fonder une famille, et moi, je décide que je renonce à tout ça pour aller servir Dieu. Un choc. Je veux bien te croire. Et tes parents, comment ils réagissent? Moi, j'ai des parents extraordinaires. Un père qui a la foi, une mère aussi qui a la foi, et qui ont accepté de m'accompagner dans cette démarche-là. Wow. C'est une belle preuve d'amour. Oui, beaucoup. J'ai une famille en fait, très unie. Chez nous, on est tous très différents. Même mon frère et ma sœur, ça a été un choc plus important pour eux, mais ils ont quand même accepté ça et ils venaient me visiter régulièrement. Et tant que j'étais heureuse, ça allait. Tu sais, tant qu'ils me voyaient heureuse, là, pour eux, ça allait. Alors, est-ce qu'au Québec, vous êtes habillés comme en France au niveau des bonnes sœurs? Nous, on avait un certain costume qui était comme une longue tunique de couleur marine. Donc, c'est pour aider les gens à t'imaginer. Un peu, avec une blouse blanche, manches longues, mais on ne portait pas le voile. D'accord. Et surtout, je ne me maquillais pas. J'avais une coupe de cheveux extrêmement sobre, vraiment. À chaque fois que je la montre, parce que Est-ce que tu as des photos que je pourrais mettre en même temps? Oui, je pourrais t'en envoyer une, drôle. certainement. Puis je la montre, cette photo-là, en conférence, puis les gens font toujours « Wow! Wow! OK! » C'est pas... Ah, c'est un gros contraste avec la vie que je vis maintenant, mais il y a une journaliste ici au Québec de la presse qui disait « Marie-Josée a plusieurs vies », et c'est un peu ça, effectivement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à 28 ans, en fait? Et en fait, les 3 dernières années où j'ai été en communauté, il y a une femme, une nouvelle supérieure qui a été nommée. Et cette femme-là avait des idées très arrêtées, très austères. Et tout à coup, tranquillement, pas vite en fait, parce que ça s'est fait vraiment lentement, elle a installé sa nouvelle vision des choses qui ne concordaient pas. Au niveau de la religion, tu m'entends? Oui, oui, puis c'est assez radical comme approche aussi. Et ça ne concordait plus avec la vision que moi j'avais de Dieu à ce moment-là. Et je dis, aujourd'hui, je l'explique, puis c'est très clair, mais au moment où je l'ai vécu, ça s'est fait tellement graduellement, tellement lentement que ça a été un long combat. Ça a été difficile pour moi d'identifier qu'est-ce qui était en train de se passer. Moi, je le compare toujours un peu à une vie de couple, hein. Tu sais, quand ça commence à aller mal, une vie de couple, on a la difficulté à mettre le doigt à quel moment? À quel moment ça commençait à mal aller. Puis tout à coup, ça se détériore, ça se détériore, ça se détériore. Et c'est un peu ça que pour moi, qui est arrivé. Et un matin, j'allais pas bien physiquement, j'allais pas bien moralement. Et j'ai décidé d'en parler à un prêtre qui venait nous visiter régulièrement. Et lui, il m'a tout simplement dit, Marie-Josée, c'est ta conscience qui est en train de mourir. Et à ce moment-là, j'ai revu toutes ces fois où cette femme, cette supérieure, exigeait des choses et qu'au fond de moi, ça disait non, c'est pas ça Dieu, et que je faisais taire cette voix-là au nom
de ma promesse d'obéissance. C'est super intéressant ce que tu dis parce que pas simple d'arriver justement à se positionner entre je dois écouter, pas écouter. Oui. Et c'est un sacré conseil qu'il t'a donné ce prêtre. Et moi, ça a été comme une révélation. Et là, j'ai vu que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et j'ai vraiment choisi de quitter. Tu as l'effet popcorn tome 2 en main, mais dans le tome 1, je raconte Je l'ai aussi en main, Oui, pas loin, oui, il et est par là, là-bas. quand j'ai quitté la communauté, ça a pris un peu des allures de roman policier parce que je me suis enfuie. C'était un contexte qui était très fermé. Ça n'a Alors pas été facile de du coup, quitter. comment ça a été vécu? Parce que là, cette fois, c'est une nouvelle, c'est pas un Oui, nouveau virage, mais dans l'autre sens cette fois. Donc, du oui. coup, comment les gens autour de toi l'ont vécu, les autres sœurs, Oui. euh, En fait, j'ai été complètement rejetée de la communauté parce que quand un milieu devient très fermé, David, puis pas seulement une communauté religieuse, que ce soit un milieu d'affaires, même je pense à une ouais, entreprise, des gens qui font moi j'appelle ça des power trips, des trips de pouvoir, il y en a partout. Il y en a dans les familles, il y en a dans les milieux de travail, il y en a dans les dès qu'on communautés ferme, religieuses. Voilà. Quand ça devient fermé, eh bien à ce moment-là, toute personne qui peut être une menace pour venir ébranler, on va dire, la structure, l'autorité, ouais. justement, de la personne en place, on va la rejeter. Alors moi, ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a complètement rejetée. Alors, imagine, j'ai 28 ans, j'atterris chez ma mère, je n'ai rien, je n'ai même pas un jeans. Tout ce que j'ai, c'est mes effets personnels. Je perds l'endroit où je vis, je perds les gens avec qui je travaille, mes amis que je côtoie au quotidien, qui sont devenus un peu ma famille. Et je suis chez ma mère, je n'ai pas un sou et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Je ne vais pas bien parce qu'on s'entend que je quitte en période difficile. Donc, je suis en période aussi, on va dire, de crise personnelle, de crise Et spirituelle. j'imagine que ça remet beaucoup de choses en question. Plein de choses, plein de choses. Et c'est comme si on t'enlevait, toi, tous tes repères du jour au lendemain. Et c'est ça que j'ai vécu. Et c'était encore aujourd'hui, je dirais, le moment le plus difficile de ma vie. Et puis quand je vis des choses difficiles maintenant, tu sais, je remets toujours en perspective, je me souviens de ce moment-là, ce qui est un moment très sombre, où il n'y avait pas d'avenir devant moi, où il m'a fallu beaucoup de foi et surtout que je m'appuie sur la foi des autres et que j'accepte de me laisser aider. Dans notre société de performance et de productivité, on a tellement de difficultés à demander de l'aide. Et une chose... Et recevoir de l'aide. Exactement. Et une chose que cet événement m'a appris, c'est que j'avais besoin des autres. Et j'ai dû accepter de demander de l'aide et d'en recevoir à tous les niveaux. Et parce que j'ai été bien entourée, vraiment les autres jouent un rôle très important dans une crise comme celle-là. Parce que j'ai été bien entourée, je te dirais que ça m'a pris, j'ai été capable de me relever quand même rapidement. Rapidement, pour situer, puis ça donne quoi? On va parler de 6 mois. 6 mois. 6 mois où j'ai été capable, après, de commencer à reprendre une vie normale. Mais je te dirais que ça m'a pris 2 ans me remettre Oui. de ce que j'avais vécu. Et le plus difficile, une des choses les plus difficiles pour moi, c'est que je suis sortie de là et imagine, j'avais décidé de donner ma vie à Dieu. Pour moi, c'était ma décision. Et tout à coup, il y avait un autre être humain qui avait interféré là-dedans, qui avait agi. Elle pensait que ce qu'elle faisait, c'était bien, et en fait, pour moi, j'ai eu l'impression que ça me détruit. Elle avait comme défait mon plan de vie. Et là, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de dire, qui suis-je et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça remettait en question tes croyances religieuses? Énormément, énormément. Okay. Et ce qui s'est produit pour moi à ce moment-là, et ça, j'en parle dans mon autre livre, qui est un essai sur la spiritualité, Dieu s'en moque, je parle que j'ai compris l'importance de toujours remettre en question nos croyances. Alors moi, pendant 6 ans, j'étais revenue dans ce bain chrétien catholique. J'avais à nouveau, parce que c'est ça qu'on fait, nous les humains, on cimente Dieu dans des croyances. C'est ce qu'on fait. Et j'ai compris l'importance et qu'on répète aux autres et qu'on perdure. Oui, voilà. Une croyance, c'est un tuteur. C'est quelque chose qui nous accompagne pendant un certain temps. Et il se peut très bien qu'un jour, un matin, nous n'en ayons plus besoin et on doit la laisser aller. Alors, pendant ces 2 années-là, j'ai fait un gros ménage dans mes croyances. Je me suis permis de tout remettre en question. Tout ce qu'on m'avait appris sur Dieu jusqu'à maintenant, je l'ai remis en question et j'ai choisi d'écouter ma conscience. Parce que ce que j'ai compris, et ça a été une règle que je dirais que je me suis faite à ce moment-là, à partir de là, je n'ai plus jamais laissé personne s'immiscer entre ma conscience et moi. Et j'ai commencé à écouter ce que ma conscience me disait et ça m'a amené à redéfinir complètement ce qu'était Dieu pour moi.
Et on a cette liberté de repenser et de redéfinir ce qu'est Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères toujours catholique? Je ne sais pas. Je ne suis plus pratiquante, en fait. Je ne vais plus à l'église. Pourtant, Jésus est quelqu'un de très présent dans ma vie. Cette rencontre que j'ai faite à l'âge de 22 ans, c'est comme si c'était hier. C'est mon guide, c'est mon mentor, c'est quelqu'un qui continue, dont le message, dont les enseignements continuent de m'accompagner. Et j'avais toutes les raisons du monde, David, pour en vouloir à la religion à ce moment-là, parce que j'ai été blessée par des gens très religieux. Mais c'est drôle, hein? J'ai compris à ce moment-là que Dieu n'avait rien à voir dans ce que je venais de vivre. Et qu'en fait, qu'à la limite, Dieu et la religion, c'est deux choses très, très, très distinctes. Et que la religion n'est pas un problème en soi, c'est ce que l'homme en fait. Donc, moi, je suis très sereine par rapport aux religions. Je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un pratique une religion parce que j'ai vu aussi que pour beaucoup de gens, c'est une façon extraordinaire de vivre leur spiritualité. C'est ça qui fait d'eux de meilleurs êtres humains. Mais on pourrait appliquer la loi du 80-20. Hein? Pour 80 des gens, la religion est quelque chose de bénéfique. Il y a toujours un 20 de gens qui vont essayer de s'en servir pour avoir du pouvoir sur les autres et c'est là que ça devient un problème. C'est l'outil, comment il est utilisé. Voilà. Ok, donc du coup, là, c'est un énorme virage. Et comment ça se passe pour toi après, en fait? En fait, j'ai dû vraiment revenir au centre de mon être et commencer à me poser des questions fondamentales sur moi. Qu'est-ce que j'aime? Qui est Marie-Josée? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Des questions qu'on ne se pose pas tant que ça quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a envie de faire plaisir aux autres. Puis je dirais encore plus quand on est une femme. C'est dans la nature des femmes, dans la vingtaine, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et je ne sais pas si on s'arrête vraiment à savoir ce qu'on veut, nous. On veut souvent ce que les autres veulent pour nous. Moi, j'approchais de la trentaine à ce moment-là, donc je dirais que c'est probablement aussi toutes les questions qu'on se pose à 30 ans. Est-ce que je veux des enfants? Oui, puis ça, c'était quelque chose que moi, pendant un certain temps, je me disais, c'est correct, moi, je peux vivre sans enfant. Mais un an après avoir quitté la communauté, j'ai rencontré mon amoureux, celui avec qui je vis maintenant depuis 12 ans. Est-ce que c'était dur, du coup, de t'autoriser à être amoureuse? Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est l'importance, quand on prend une décision, de le faire avec tout notre être et de le faire sans retour. Ce qui a été mon plus grand cadeau à ce moment-là, quand j'ai quitté la communauté, c'est que c'était tellement clair que ma place n'était plus là, que ma place n'était plus dans une communauté religieuse, que je n'ai jamais eu de regrets. Alors, de m'ouvrir à de nouvelles expériences ou à ce que la vie avait à m'offrir, ça a été facile. Mais ce n'est pas évident parce que souvent, on prend une décision dans notre vie et il y a une dose de regret qui nous accompagne. On fait des choix importants. Puis on dirait qu'il y a une partie de nous qui tend à douter des choix qu'on a faits. Et il faut apprendre à assumer pleinement les choix qu'on fait et à se souvenir qu'au moment où on a pris cette décision-là, c'était clair comme de l'eau de roche. On avait la paix au plus profond de nous. Faire confiance dans les moments où on a pris les décisions. En fait. Exactement. Même si on doute après. Même si on doute après, revenir à cette, je dirais, cette intuition de départ qui était tellement claire en nous. Alors moi, je n'ai jamais eu de doute après. Alors, c'est devenu facile de m'ouvrir à autre chose et de dire, d'envisager ma vie différemment. Wow, et quel puis, virage. oui. Et ta famille, du coup, comment ils ont réagi? Ils étaient plutôt libérés? Eux autres, ils étaient libérés parce que la dernière année, ils voyaient que je n'allais pas bien et que je n'étais pas heureuse. Alors, ils étaient très contents que j'ai quitté et ils ont été là aussi pour me soutenir vraiment. En fait, depuis ce temps-là, mais très, très présent là, dans les 2 premières années. Alors, je me suis refait une vie, j'ai recommencé à travailler. Mon premier emploi, j'étais dans une école secondaire privée, j'étais animatrice de pastorale. Donc, maintenant, on dit au Québec animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Okay. Puis, en même temps, comme j'avais des études en communication et en administration, le directeur de cette école privée m'a demandé de m'occuper des relations publiques de l'école. Alors, tranquillement, j'ai réintégré le monde... le monde, entre guillemets. Le vrai monde, vraiment. J'ai recommencé à vivre normalement, tout simplement. Ça s'est fait lentement. Tu sais, il y a eu vraiment là, plusieurs transitions. Tu parlais du maquillage. Aujourd'hui, par exemple, tu as du maquillage. Est-ce que ça a été dur aussi, par exemple, de t'autoriser? Non, mais je l'ai fait vraiment graduellement. D'accord. Ça a été quelque chose qui a été très, très graduel.
Et j'avais un ami qui me disait à quel point c'était important que je me replonge dans la vie. Et dans une période difficile comme celle-là, surtout quand on est très spirituel, moi je sais que sûrement parmi les gens qui te regardent, il y a des gens qui sont très spirituels et pour qui ça prend une grande place dans leur vie. Moi, je crois à l'équilibre et c'est ça que j'ai compris parce que ma vie spirituelle occupait beaucoup de place. Et ce que j'ai compris au fil du temps, c'est qu'on a 3 grandes dimensions. On pourrait extrapoler, dire qu'on a d'autres, mais résumons en 3 grandes dimensions. Le corps, donc la dimension physique, le mental, la dimension intellectuelle, et l'âme, la dimension spirituelle. Et trop d'une chose, c'est mauvais. Pas assez d'une dimension, c'est mauvais aussi. Il faut trouver vraiment un équilibre entre ces 3 dimensions. Je pense que le bonheur repose là-dessus. On ne peut pas nier notre dimension physique. On vit dans un monde où tout est physique, matériel et temporel. Alors moi, j'ai appris ça. C'est ce qui s'est fait pour moi, ce cheminement de rééquilibrer ces 3 dimensions dans ma vie tranquillement. Et ça a été, comme je dis dans mes conférences, ce qui m'a sauvé la vie à ce moment-là. Ça n'a pas été d'avoir la foi ou de croire en quelque chose, ça a été de revenir sur Terre, de revenir les 2 pieds sur Terre et de me replonger. Parce que toi, tu étais plutôt monté très haut. Voilà. Et là, tu redescendais sur Terre. Alors, il y en a peut-être qui ont besoin de monter. Voilà. C'est l'équilibre, toujours. Alors moi, revenir sur Terre, me replonger dans l'action, c'est ce qui a été le plus salutaire pour moi. Recommencer à travailler, recommencer à voir mes amis. Et tu sais que c'est une bonne façon de savoir qui sont nos vrais amis quand on décide d'aller vivre 6 ans en communauté religieuse. Tu as fait du tri naturellement. Ça se fait tout seul. Et après, je suis entrée, j'ai déménagé, j'ai suivi mon amoureux et là, j'ai renoué avec la vendeuse en moi parce que profondément, je suis une femme d'affaires, je suis une vendeuse. Alors, je me suis trouvé un travail dans le milieu de la vente. Tu reconnais qui étaient en toi. Exactement. Et nous avons eu un enfant, ça a été autre chose, ça a été une belle... Est-ce que ça a été compliqué parce que le message de la vente peut paraître des fois contradictoire avec le message de la spirituelle, entre le don de soi, et même par exemple pour moi, là j'étais 10 jours en méditation du silence et les enseignements prenaient davantage le côté tout gratuit quelque part, don de soi. Et c'est sûr que ça me posait des questions par rapport à l'entrepreneuriat où on est sur un échange de services, argent contre service. Comment tu te positionnes avec cette histoire de vente? En fait, tout est dans le fait de toujours revenir à dire nous avons 3 dimensions et elles doivent vivre en équilibre. C'est pas vrai qu'on peut vivre juste de dons. Pas quand tu as une famille, puis que tu as un enfant à faire vivre, puis que tu as une maison à payer. Alors moi, je suis très en paix avec cette notion. Pour moi, l'argent n'entre pas en contradiction avec ma dimension spirituelle. Super, c'est bien que tu dis ça, parce que tu peux le redire. Parce que... Alors, je le redis, l'argent n'entre pas en contradiction avec ma dimension spirituelle. L'argent, ça dépend comment je décide de m'en servir. C'est l'énergie, en fait. Voilà. Est-ce que l'argent est mon maître? Ou si je suis, moi, maître de l'argent que dans ma vie et je décide de m'en servir à bon escient, c'est-à-dire de m'en servir avec intégrité, de m'en servir avec honnêteté, de décider aussi de partager. Est-ce que je m'accroche à l'argent pour la garder pour moi? Alors, c'est comment je l'utilise dans ma vie, comme n'importe quelle autre chose, David. On pourrait dire comme la sexualité. On vit dans un monde hyper sexualisé où les gens ont l'impression qu'ils ne vivent que quand ils ont du sexe. Ils se sentent vivants quand ils ont du sexe. Trop d'une chose, c'est comme pas assez. Il faut décider comment on va se servir de tout ça. Alors, avoir une vie spirituelle, ça fait en sorte qu'on pose un autre regard sur toutes ces choses-là. Et moi, je choisis de faire de mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai une entreprise dans la vente de Tupperware. Je pense que vous dites en France Tupperware, ce qui est le mot français. Ce qui est l'accent français. L'accent français, mais en Amérique, c'est Tupperware. Et tu sais, ça fait 6 ans que j'ai une grosse équipe de vente. J'ai une équipe qui vend pour plus d'1 million de dollars par année de produits Tupperware. Et pour moi, je ne me sens pas en contradiction avec toute la dimension spirituelle de ma personne. Il faut apprendre à le vivre et voir. En fait, quand on est spirituel, c'est qu'on choisit. Alors du coup, pour préciser, puisque même si c'est très connu, c'est un exemple connu, c'est sur un format qui... Est-ce que c'est du marketing de réseau, ça ressemble? Oui, c'est du marketing de réseau, le Tupperware, vraiment. Donc sur un format où finalement toute personne peut devenir ambassadeur de la marque, c'est ça? Pour préciser pour tout le monde. Tout à fait. Et du coup, toucher des commissions sur les ventes que tu fais et que les gens de ton équipe font, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est très mal vu. Hein. Tu sais, souvent, là, les gens ici, là, c'est une pyramide et tout ça.
En fait, tout le monde fait de l'argent, c'est ça qui est le plus important. Mais aussi, moi, j'ai choisi d'utiliser cette entreprise-là pour aider des femmes à améliorer leur vie. Parce que c'est ça, à la base, Tupperware, puis en fait, bien d'autres aussi entreprises là, dans le marketing de réseau. Quand tu vois une femme intégrer ton équipe qui arrive et qui a son estime personnelle est à -10 et que tu la vois bâtir son entreprise, vivre des succès et que tu vois l'estime d'elle-même qui monte, qui monte, qui monte, faire de l'argent et elle comprend qu'elle a du pouvoir sur sa vie. En faisant plus d'argent, elle a du pouvoir aussi sur sa vie familiale. Moi, combien de femmes dans mon équipe font Tupperware parce qu'elles paient les vacances, elles permettent à toute leur famille de partir en voyage une fois par année. Et ça contribue à améliorer la qualité de vie de ces femmes-là. Puis quand tu améliores la qualité de vie d'une femme et d'une maman, tu touches directement la qualité de vie de toute une famille. Tu touches aussi le potentiel des enfants. Oui, c'est clair que les femmes, et encore plus les mamans, ont un rôle énorme sur l'humanité, quoi. Très clair. Et si, comme maman, moi, Tupperware m'a permis de prendre une très grande confiance en moi, qu'est-ce que je transmets à mon fils? Je transmets cette confiance en moi à mon fils. Alors, choisir, tu sais, la spiritualité n'est pas en opposition avec rien. Et c'est ça, il y a une espèce de dualité. On pense, mais on vit dans un monde où on pense que tout est dualité. Mais la spiritualité, c'est quelque chose qui s'intègre dans notre vie et qui nous permet de voir en nous ce qui est plus grand que nous, de voir en l'autre ce qui est plus grand que l'autre, de voir dans une situation X ce qui est plus grand que la situation. Pour moi, c'est ça la spiritualité. J'aime beaucoup ta vision de la spiritualité, comment tu l'as définie, l'expliques. Et du coup, tiens, parce que je me rends compte qu'il y aura peut-être des gens qui se posent la question, comment... parce que dans la vente, il va y avoir plusieurs écoles. On va dire que tu peux apprendre des techniques de communication, d'influence. Comment arriver vraiment à trouver le curseur et même c'est une question personnelle aussi, hein. Je vois bien que j'ai deux dimensions très développées en moi. Une dimension qui est très portée pour aider les autres, et je ne ferai d'ailleurs pas tout ce que je fais en ce moment sinon. J'ai une dimension aussi très entrepreneuriale où j'adore l'entrepreneuriat, la stratégie, le marketing, la vente, le côté communication. Et comment poser ce curseur où des fois, ça m'arrive, je le sais, où là j'ai été peut-être au-delà de mon système de valeurs. Comment arriver à trouver son curseur en disant là je suis dans je me suis pas respecté, là je respecte pas l'autre, là je me respecte, là c'est super. Comment tu t'y prends? Ou alors comment tu aides aussi les gens de ton équipe à s'y prendre? C'est difficile. En fait, moi je le sais tout de suite parce que je perds mon équilibre intérieur. OK. Il y a quelque chose que je respecte. On a tous une façon d'aborder l'entreprise. Je ne suis pas une femme de chiffres. Puis ça fait rire tous mes collègues de travail. Parce que je suis toujours celle qui apprend « Ah oui, j'ai vendu pourtant. Ah oui, j'ai tel résultat. » Je suis toujours surprise. Et moi, j'ai compris, ça c'est pour moi. Okay, j'ai compris c'est un point intéressant. Quand je m'intéresse aux chiffres, je n'ai plus de plaisir. Et j'ai de la pression. Quand je commence à faire des analyses et tout ça. Parce que ma personnalité à moi est très instinctive. Et ma plus grande force, c'est d'entrer en relation avec les gens. Alors, ce sur quoi je dois mettre le focus, c'est de continuer à garder ce plaisir d'entrer en relation avec les gens. Alors, je pense qu'il faut respecter à la base notre nature, pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus analytiques, elles analysent leurs stratégies, leurs chiffres et tout ça, et ça leur réussit parce qu'elles sont comme ça. Par contre, elles apprennent de moi comment entrer en relation avec d'autres. Et moi, j'apprends d'elles parfois certaines façons, certaines analyses qui vont me permettre de pouvoir justement faire grandir mon entreprise. Alors, à la base, je pense qu'il faut se connaître et miser sur nos forces. Et quand on n'est plus justement connecté à ce qu'on est profondément dans notre personnalité. On se trompe d'objectif. Mais voilà, puis là, on devient déséquilibré, on devient obsédé par quelque chose. Du coup, pareil par rapport à ce métier qui est un métier de service et des fois effectivement de vente. J'ai pas mal de femmes dans mon audience qui me suivent et qui sont des fois dans le marketing de réseau. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, une fois que je les ai aidées sur la dimension confiance, qui deviennent vite à l'aise à créer du lien. Et souvent, il y a un truc qui remonte, c'est qu'elles vont créer plein de liens, mais par contre, au moment où il faut signer ou payer, là d'un coup, closer, closer, comme disent les Américains, là d'un coup, tout part. C'est-à-dire qu'elles
Et on crée plein de petites relations. Il y a cette forme de peur ou de charge, de non, ça se fait pas, c'est pas bien, et de la culpabilité qui commence à monter. Et forcément, quand il y a de la culpabilité, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est tellement féminin. C'est tellement féminin comme comportement. Moi, avec mon équipe de vente, ce que je leur explique, c'est Donc que… ça te parle alors, Oui, ça me j'ai parle. observé ça. Très certainement que ça me parle. Peu importe ce qu'on choisit de vendre, faut y croire à la base. Moi, je vends le produit Tupperware. Je ne t'énumérerai pas toutes les raisons pourquoi je vends ce produit-là, mais j'y crois. J'y crois parce que je pense qu'il y a vraiment un impact dans le budget familial d'une famille, d'avoir un bon système de conservation des aliments. Alors, je suis convaincue que je rends service à mes clients. Et j'y crois profondément parce que je l'expérimente moi-même et je vois la différence dans mon budget d'épicerie à chaque mois. Alors, je suis convaincue. Et c'est cette confiance qu'il ne faut pas perdre quand arrive le temps de closer, c'est de dire, je suis convaincue que je te rends service. Et c'est pour ça que j'arrive à closer à la fin. Et ça va bien se faire parce qu'il faut se dire une chose, les gens vont consommer, de toute façon, les gens vont consommer des produits. C'est comme ça. Moi, si je ne vends pas mon produit Tupperware qu'ils vont avoir toute leur vie et qui a vraiment un impact parce que tu vas garder, exemple, ton céleri pendant un mois, David, alors même quand tu pars en voyage, tu reviens, ton céleri est encore bon dans ton plat Tupperware. N'est-ce pas fantastique? Alors, quand on a cette confiance en notre produit, moi, je sais que la cliente, si elle n'achète pas ce plat-là, elle va aller en acheter un autre qui n'a pas du tout la même qualité et qu'elle va probablement s'en servir pendant quelques mois. Après, elle va le mettre au recyclage. Alors, j'ai cette confiance en mon produit. C'est très difficile de closer, de fermer une vente si on ne croit pas profondément à ce qu'on fait. Ça, c'est clair. Puis, il faut garder en tête que de toute façon, les gens vont acheter s'ils n'achètent pas ton service. Ils vont acheter un autre service. Ils n'achètent pas ton produit, exactement, ils vont acheter un autre produit. Alors, l'importance de ce que l'on vend, on doit y croire. Moi, j'ai 3 livres. Je crois à mes livres profondément. Je crois au message qu'il y a dans mes livres et je n'ai pas de problème à les vendre à quelqu'un, mes livres, et à dire à quelqu'un, fais-moi ce que tu dis confiance. parce que les gens me demandent souvent de rentrer dans les marketing de réseau. Et souvent, mon problème, c'est pas de ne pas croire que je peux y arriver. Alors, je suis certitude à 1000% que je pourrais réussir le marketing de réseau. Et je dis, voilà, pour l'instant, c'est vrai que si on faisait un marketing de réseau sur mes produits, là, je serais très bon parce que, Oui. effectivement, Oui. j'y crois tellement en fait qu'on peut aider les gens, etc. Et Tout à je ne fait. m'étonne pas que tes livres, ça soit la même chose. Donc ça, c'est un truc important, bien valider. Est-ce que le service, le produit me parle, me touche? Est-ce que je l'ai testé moi-même? Voilà. Donc, il y a une démarche d'intégrité. Moi, je ne serais pas capable de vendre quelque chose en quoi je ne crois pas. J'ai été approchée aussi par d'autres. Tu sais, quand tu réussis dans un marketing de réseau, Oui, on veut essayer de te les sortir. gens d'autres marketing de réseau veulent te recruter, mais il n'y a rien qui colle à moi. Alors, il faut être une démarche, toujours la démarche d'intégrité et se rappeler que nous vivons dans un monde matériel, dans un monde où les gens vont consommer de toute façon. Est-ce que c'est ouvert qu'aux femmes? Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes ou il y a des hommes? Il y a quelques hommes. Nous, au Québec, en tout cas, on a quelques hommes. De plus en plus d'ailleurs, parce que les hommes, quand même, cuisinent De plus en plus. beaucoup au Québec. Donc c'est un nouveau marché qui va s'ouvrir Oui, avec… oui. D'accord. Oui. Alors du coup, bon, je pense que les gens qui nous suivent sont déjà pas beaucoup surpris par ton parcours. Alors pour en rajouter une couche, il y a eu une histoire avec Secret Story, qui est quand même une émission assez connue en France. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tellement drôle. Écoute, tu sais comment la vie fait les choses. Tu te dis, c'est pas assez surprenant ma vie, je vais rajouter un peu de Oui, piquant. Secret Story. Voilà. Alors, tu sais, l'effet popcorn, les textes, je les écris avec une grande… Il était sorti Oui. déjà. Et oui, il n'était pas sorti Il à était ce pas- moment-là. En fait, ce livre-là, il n'est pas écrit que par moi, il est écrit aussi avec ma grande amie Julie Vincelette. On est 2 auteurs, puis nous, on a commencé en écrivant ces histoires-là sur un blog qui s'appelait En amour avec la vie. Et on a toutes les deux, à ce moment-là, on recule il y a 4 ans, 5 ans, on a toutes les deux le rêve de devenir auteur et d'écrire des livres. Mais on ne sait pas comment s'y prendre, puis on dit, on va écrire sur un blog pour se pratiquer. C'est un peu ça. C'est un bon conseil. Voilà, passer à l'action. Tu sais, dans la vie, on a un rêve. Moi, je crois profondément qu'il faut un jour passer à l'action. Et si on ne fait rien, il ne se passe rien. J'aurais du mal à ne pas être d'accord. Voilà. Et à un moment donné, ben moi, je publie sur ce blog mon histoire d'ex-religieuse. Et il y a une recherchiste de l'émission Secret Story en France qui a trouvé ça.
et ils m'ont contacté parce que je pense que ça faisait longtemps qu'ils recherchaient ce genre de casting pour l'émission, une ex-religieuse. Mais c'est pas souvent, hein? Oui, puis une ex-religieuse qui a plus l'air d'une ex-religieuse aujourd'hui parce qu'on se rappelle que le principe de la maison des secrets, c'est que tu as un secret et que les autres vont essayer de le découvrir. C'est vrai que toi, c'était pas facile, hein? Mais c'est ce qu'on me dit. Alors, et sur le coup, j'ai vraiment refusé parce que j'ai trouvé ça trop drôle. Puis en même temps, quelques semaines avant, j'avais dit à Dieu, à l'univers, à la vie, peu importe le nom, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose avec ce blog-là, avec nos écrits. Je demande qu'il y ait quelque chose de beau qui s'ouvre à nous, puis tout ça. Mais les choses ne se passent jamais comme on pense dans la vie. La dernière chose que je m'attendais à recevoir, c'était une invitation à participer à télé-réalité. En France, en plus. En France, que je ne connaissais pas, Secret Story. Et là, j'essayais de voir des extraits au Québec. Je n'étais pas capable d'en voir. J'essayais de voir. Ils m'ont appelé 3 fois. Ils ont été très insistants. Et là, il faut que tu imagines, là, je suis une mère de famille, j'ai une entreprise, j'ai une position, j'ai un statut social. Est-ce que je vais aller faire une superficielle télé-réalité en France? Moi qui ai déjà été religieuse, tu comprends, il y a tout ça qui se joue. Et vraiment, c'est une drôle de situation. J'imagine que même là, si on me contactait, ce serait vraiment pas simple de me positionner. Hein. Bien, par rapport à ça. Et finalement, je décide d'y aller parce qu'ils sont tellement insistants et je me dis, ben, coudonc, en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, la situation qui va m'amener ailleurs. Tu es libre d'arrêter, quoi. Voilà. Alors, j'avais une grande liberté de pouvoir justement partir quand je voulais et j'ai décidé d'aller faire la télé-réalité en me disant aussi, les télé-réalités, on ne pourra pas les éviter. Ça va toujours faire partie de notre décor télévisuel. Et de plus en plus. De plus en plus. Est-ce que c'est possible, moi, qui est une personne spirituelle, d'apporter mon message dans une télé-réalité? Je l'ai vraiment vu comme ça. J'ai choisi de le percevoir comme ça. Est-ce que ce ne serait pas une occasion, finalement, de changer les choses quelque part un peu? Quelque part. Je crois que c'est ça. On est quand même, tu sais, une goutte d'eau dans l'océan. Et comme je suis une personne qui aime vivre quand même des expériences, je pense que tu l'auras compris, je me suis dit, tiens, je n'étais pas sûre. Mais pas certain. Un autre type d'expérience humaine qui pouvait aussi favoriser quand même l'écriture. Quand on écrit, il faut vivre des expériences. Alors, j'ai décidé d'aller faire Secret Story en France. C'était à l'été 2011, c'est ça. Et j'ai vécu, David, une expérience extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai rencontré un groupe de jeunes fabuleux et je suis tombée en amour avec la jeunesse. Et ils m'ont fait un bien immense parce que de côtoyer un groupe de jeunes de 18 à 25 ans pendant une semaine... Ils sont tous jeunes en plus. Ils sont tous jeunes. Pendant une semaine où là, tu es vraiment enfermé, tu vis en ermitage quasiment avec ces gens-là, ils m'ont rappelé à quel point, quand on vieillit, on se prend au sérieux. Ils m'ont rappelé que je prenais la vie trop au sérieux, qu'il fallait que je retrouve un peu cette insouciance. Ils te l'ont dit ou tu l'as vu? Moi, je l'ai vu à leur contact. Ils ne me l'ont pas dit, mais moi, je le voyais à leur contact, de retrouver cette espèce d'insouciance. Quand on est jeune, il y a comme une confiance naturelle par rapport à la vie qui est là, de retrouver ça. Et moi, je dis toujours, ils ont été vraiment une fontaine de jouvence pour moi. Ils m'ont fait du bien. Est-ce que tu avais tendance des fois à les critiquer intérieurement, à les juger? Non, pas du tout. Non. Non, puis en fait, je suis devenue leur maman. C'est ça qui s'est passé. C'est comme là, en quelques jours, ils venaient se confier à moi, puis ils me parlaient. Tu avais quel âge? Bien, j'avais 38 ans. 38 ans. Oui. Alors, je suis devenue comme la grande sœur, la maman de la maison. Puis là, c'est un contexte qui ne m'était pas totalement inconnu. Là, moi, j'ai déjà vécu en communauté religieuse. Fait que je sais ce qui m'attend. Quelque part, le côté enfermé, finalement, tu étais peut-être la plus préparée de tous. Probablement. Alors, eux autres, il y a quelque chose qui vient les fragiliser là, au début. Là, la télé qui... Est-ce que la caméra, ça te perturbait? Moi, j'y pensais toujours. Là. Ça ne me perturbait pas, mais j'étais très consciente qu'il y avait des caméras tout le temps. Et les jeunes, là, c'était drôle. Là. Ils l'oubliaient. Après 24 heures, ça a été fini. Ils avaient complètement oublié les caméras. Mais moi, j'en restais consciente quand même toujours. Et du coup, ils avaient des comportements qui... Bien, leur comportement naturel. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Et quand j'ai quitté, moi, j'ai décidé de partir après 8 jours parce que c'était plus difficile que je pensais de me retrouver
à rien faire, moi qui est une personne tellement active, rien faire, premièrement. Cet état-là, j'ai trouvé ça très difficile et mon fils me manquait beaucoup. Alors, j'ai vraiment décidé de quitter là, après 8 jours et j'ai été tellement étonnée quand j'ai décidé de quitter. Je pense que les gens de la production m'ont dit, on n'a jamais vu le départ d'une candidate, un départ aussi touchant et aussi émouvant de toute l'histoire de Secret Story. Ils pleuraient tous, même les grands gars de 6 pieds pleuraient. J'ai reçu de beaux témoignages de leur part et là, j'ai vu qu'ils s'étaient beaucoup attachés à moi, peut-être parce que justement, je ne les jugeais pas, puis que je leur Oui, parce parlais. que c'est un contexte où le jugement est propice, enfermé comme ça, Oui. avec la médiatisation en plus. Oui. Et, Et moi, je suis quelqu'un qui croit profondément au potentiel de l'autre. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Je crois dans le potentiel de l'autre et en les possibilités de l'autre. Et je leur parlais comme ça. Je leur parlais de leur potentiel, je leur parlais de leurs rêves. Et sais-tu quoi, David? Je me suis rendu compte que les 15-25 ans, c'est vraiment une génération oubliée. On ne leur parle pas suffisamment de leur avenir, de leur potentiel et de leurs possibilités. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont beaucoup attachés à moi. écoute, ce que tu me dis, ça me parle. Je sais pas, on a une fondation en France qu'on a créée là qui s'appelle Les Déclics et qui a justement pour cible les 15-25 ans. Wow! Et de rentrer dans les écoles, les lycées, les universités, et partager justement le message que tu viens de dire, c'est vous avez un potentiel, vous pouvez croire en vos rêves et il est temps maintenant d'agir. Oui. Donc ouais, je trouve, enfin, ça me touche ton histoire et je vois en plus beaucoup d'amour là pour les gens et de non-jugement et je trouve que c'est même pour moi hein, qui honnêtement quand je vois des fois des émissions comme ça, télé-réalité, beaucoup de jugement Oui. et ça me travaille parce que à côté de ça, je travaille mon rapport à l'autre et d'amour mais j'ai des fois du mal à comprendre comment on peut se critiquer comme ça, etc. Et merci en tout cas de ton authenticité. Ça fait plaisir. Et donc, ouais, tu t'es sorti de ces 8 semaines et qu'est-ce que ça a apporté finalement du coup Ces 8 jours-là, en 8 fait, jours, pardon, oui, 8 semaines, là, j'aurais pas été capable. Bon, non, ça dure combien de temps d'ailleurs au total? 10 semaines! Incroyable. Alors, 8 jours, c'était suffisant pour moi. Quand je suis revenue au Québec, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée faire J'étais en train de me dire, mais les gens autour de toi, ta famille, doivent se dire, elle est la pro des. Ils commencent à s'habituer, ils ont développé. Oui, mais tu sais, David, si tu rencontrais ma famille, tu comprendrais. Parce que d'ailleurs, tu chez sais nous, que- on est tous spécial un peu. Tu sais que c'est rare que je pense à ça, mais et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien interviewer son père. Mon père, écoute, tu auras un plaisir fou à interviewer mon père, vraiment. Et c'est un homme qui, encore aujourd'hui, a toujours travaillé sur des projets inusités, des entreprises inusitées. Et ça fait 14 ans qu'il travaille à développer un moteur à énergie libre. Ah ben, je veux le rencontrer. Il Alors, faut absolument que tu le rencontres, vraiment. Il est fascinant. Surtout qu'il y a quand même pas mal d'interdictions, de trucs compliqués par rapport Oui. à. J'aimerais bien voir comment il s'y prend. Oui, il possède un nombre de brevets incroyable. Tout ça pour dire que je viens d'une famille où j'ai eu l'autorisation par mon père, par mes parents qui ont sorti. Mon père est un homme qui est sorti des sentiers battus tout jeune. Il me donnait la permission de faire la même chose. Il incarnait ce truc-là, quoi. Oui, exactement. Wow. Alors, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai quitté Secret Story, j'ai été invitée à faire 2 plateaux de télé au Québec. Puis là, je disais ouvertement qu'on cherchait un éditeur pour nos livres, pour nos écrits, et quelqu'un s'est manifesté. Alors, ça nous a conduit, là, en fait, j'ai quitté la télé-réalité, je l'ai fait à l'été 2011, puis en mars 2012, notre livre, L'effet popcorn, était sur les tablettes. Donc, tu as eu exactement ce qu'il te fallait. Voilà, c'est ça qui est fantastique quand on accepte aussi de prendre des risques et de sortir des chemins conventionnels. Et là, ça m'a donné vraiment la piqûre. Pour moi, puis pour mon amie Julie aussi, c'était tout et d'un très grand accomplissement. Alors, que de dire, on y est arrivé, on a écrit un livre. On a un livre qui se vend. Wow. C'était comme un rêve. Moi, ça faisait 10 ans que j'en rêvais. Et j'ai compris à ce moment-là que tout était possible. Tu sais, tout était possible, c'est quelque chose qu'on peut savoir avec notre tête. Jusqu'à ce qu'on expérimente. Quelque chose qu'on pensait impossible qui devient possible. Voilà. Et là, moi, j'ai compris que tout était possible et que si j'étais prête à travailler, parce qu'on s'entend, il faut quand même de la détermination, du travail, de l'intégrité, un regard sur soi. Si j'étais prête à ça, je peux réaliser n'importe lequel de mes rêves. Et ça m'a conduit à écrire mon livre sur la spiritualité qui était le livre que je rêvais d'écrire depuis longtemps.
Et ça aussi, ça s'est fait, je l'ai écrit en 4 mois et à partir du moment où j'ai fini de l'écrire, je l'ai présenté à des maisons d'édition. 3 se sont manifestés et 6 mois après avoir fini l'écriture, mon livre est en vente dans les librairies, qui est un processus très rapide parce que d'habitude, c'est plus long que ça. Alors, c'est juste. Trouver notre voie, puis je te dis ça et je suis toujours à la recherche parce que j'ai compris que la dernière chose qu'il faut faire dans la vie, c'est se mettre dans une case, dans une boîte et dire « ça y est, j'ai trouvé ». Oui, je suis d'accord avec ça. On va toujours être appelé à sortir de cette case, à sortir de cette boîte. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'aime bien dire des fois dans mes formations et de mes séminaires, quand on me demande « oui, mais moi je ne trouve pas ma mission de vie ». Et en fait, je dis « écoutez, j'ai fait énormément d'interviews et je pense honnêtement qu'aucune des personnes que j'ai interviewées a trouvé sa mission de vie ». Je suis d'accord avec toi. Ils regardent tous, mais comment ça, David? Après, je vais plus loin, je leur dis, je pense même que Martin Luther King ne l'avait pas trouvé. Ils me disent, non, mais tu peux pas dire ça. Je dis, je pense qu'il y en a juste qui ont un peu plus trouvé que les autres et qui, en fait, notre seul but, c'est de trouver un peu plus qu'hier, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu en penses de cette vision? Bien, en fait, c'est que je suis d'accord avec toi parce qu'on souhaite avoir une mission. Puis moi, je pense qu'à certains égards, je l'ai peut-être trouvé, mais je pense aussi pas tout à fait. Fait que je suis toujours à la recherche. Et mon questionnement des dernières années, en fait, il est vraiment, c'est avons-nous une mission? Ah! Et moi, c'est à ça que je m'intéresse dans mon approche, dans mon questionnement au niveau de la spiritualité, parce que tu sais, l'idée d'une mission de vie, c'est très spirituel. C'est un constat spirituel. C'est un constat qui vient de notre dimension spirituelle, c'est un désir qui vient de notre dimension spirituelle, la mission de vie. Mais avoir une mission implique qu'il y a un plan. L'idée du plan est très populaire actuellement. On en parle, tu sais, le grand plan divin, le grand plan cosmique ou le grand plan, peu importe le qualificatif. Et moi, je me dis, mais s'il y a un plan, où est notre liberté? Où est la pleine liberté de l'homme? Et s'il y a une mission, où est ma pleine liberté? Alors, mon questionnement, il est là. Je ne dis pas que j'ai trouvé une réponse, mais je pense que nous faisons le plan. Nous faisons la mission au fur et à mesure des choix que nous faisons. Je crois qu'on a la responsabilité d'être heureux. C'est notre vocation ici-bas. C'est peut-être ça notre seule mission. Tout simplement. Et comment on est heureux? On est heureux en connaissant nos rêves et en posant des actions vers nos rêves. Parce que nos rêves parlent de ce qu'on est profondément. On est heureux en connaissant nos priorités de vie aussi, David. Puis actuellement, demande aux gens s'ils connaissent leurs priorités de vie et tu vas voir que c'est très difficile. Je me suis amusé à demander dans la rue. Et les gens ne connaissent pas. Ils connaissent les priorités de la société, ils les connaissent. Ou d'Hollywood. Exactement. Mais connaître nos 5 priorités de vie, moi, c'est mon mentor à Tupperware qui m'a appris ça, Maria Meriano. Et qu'à partir du moment où ça m'a pris 2 ans établir mes priorités de vie. Mais à partir du moment où ça a été clair, David, mes priorités de vie, oui, écoute, c'est comme si je suis devenue beaucoup plus productive en faisant moins de choses. Et en même temps, il y a une paix intérieure aussi qui s'installe parce qu'on se couche le soir puis on se dit, je vis selon ce qui est vraiment important pour moi. Et l'autre clé, je pense aussi pour être heureux, c'est de savoir être capable de répondre à la question si j'avais tout l'or du monde, si je n'étais pas obligée de travailler, de faire de l'argent, à quoi consacrerais-je mes journées? Je pense que ça nous met sur la piste du bonheur. Oui, j'aime beaucoup cette question. Je voudrais te poser, j'aimerais avoir ta vision d'un truc justement. Par exemple, quand je prends la fondation, les déclics qui est pour aider les jeunes, c'est un truc qui me nourrit et je vois bien que ça me dépasse. Oui. Je vois bien que ça me dépasse au point qu'il suffit que je parle de la petite sœur de Julie pour que j'ai des larmes aux yeux ou que je rentre dans une école et qu'il se passe un truc. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi toi tu as trouvé? Pourquoi tu as trouvé ce truc-là? Effectivement, j'ai démarré sur une entreprise qui a plus que pour cible des adultes, plutôt entre 30 et 50 ans, on va dire, les gens que j'ai en formation. Et il y a ce truc à côté là que j'arrive pas à expliquer. Et je vois bien que quand je rencontre des gens qui ont trouvé ce type de truc-là, ils n'arrivent pas non plus à l'expliquer, ça dépasse le mental et il y a un truc de… Selon toi, c'est souvent une question qu'on me pose, comment on peut trouver ce truc-là? C'est un processus, je pense. C'est un cheminement. Je crois qu'il faut commencer par se questionner quels sont mes rêves, à quoi je consacrerais mes journées si j'avais tout l'or du monde. Ça, ce sont des questions essentielles. À se poser, oui, se poser. Et réfléchir à ça.
s'ouvrir aussi, je crois, à la dimension spirituelle parce que pour moi, tout ce qui relève de l'inspiration, parce que ce que tu as eu à travers ça, c'est une inspiration. Et moi, ce qui relève de l'inspiration, pour moi, relève de la dimension spirituelle de l'être humain. Donc, il faut comme peut-être juste accepter qu'on a cette dimension-là, réfléchir à cette dimension-là aussi, comment on se positionne par rapport à ça. Parce que dès qu'on est dans l'idée qu'on est infini, puis qu'on a un potentiel infini, qu'on a des possibilités infinies, on est dans la dimension spirituelle quand on pense à ça, quand on adhère à ça. Donc, s'ouvrir et accepter que les choses aussi viennent à nous. On est tellement, je dirais, obsédé par créer les choses par nos actions qu'on oublie que, en fait, souvent, les grandes choses, ce n'est pas nous qui les avons provoquées, elles sont venues à nous. Les grandes choses qu'on accomplit dans notre vie, elles viennent à nous. Oui, on fait des actions, mais les grands mouvements, là, ça vient à nous. Moi, je ne pense pas que tu sais, Mère Teresa, j'aime beaucoup l'exemple de Mère Teresa, là. Mère Teresa, quand elle a adhéré à sa première communauté religieuse, parce qu'avant de faire sa communauté à elle était dans une communauté religieuse. Et je pense qu'elle n'avait aucune idée qu'elle allait créer un jour une communauté. Je pense aussi. Ouais. Mais ça s'est présenté à elle. Puis elle a accepté d'entrer dans le mouvement. Oui, elle ne s'est pas dit « je veux faire ça ». Oui, et je vais créer une communauté, je vais faire ça, Oui, c'est comme venu Gandhi, à elle. C'est pas dit, la même chose. Je vais pas, il s'est pas dit je vais inspirer le monde sur plusieurs centaines d'années. Voilà. Mais tu sais, notre société de performance et de productivité et tous ces livres, tu sais, puis ils sont beaux, là, ces livres-là, de comment se créer une vie. Bien, on pourrait aussi écrire un livre « Comment laisser la vie venir à nous? Comment laisser les choses venir à nous? » Il faut un équilibre entre les deux. Il faut, oui, de l'action, passer à l'action. Mais à un moment donné aussi, être capable de lâcher prise et juste s'ouvrir à plus grand que moi. Cool. Ouais, c'est ma vision des choses. Non, mais j'aime bien ta vision et du coup, je vais te poser une question par rapport à ça. Tu as parlé justement de tout ce potentiel qu'ont les êtres humains, qu'ont les gens. Et il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont un manque de confiance ou qui ont du mal à voir ce potentiel-là et même à accepter qu'elles l'ont. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à aider ce genre de personnes. Et il y a d'autres types de personnes, peut-être un peu moins, qui sont certains qu'il y a un potentiel, mais presque ils ont peur de leur propre potentiel. C'est-à-dire qu'ils se disent je vois ce que j'ai à faire, je sais que je peux le faire, mais presque ça me fait peur des conséquences de tout ce que je vais créer si j'y vais en fait. Et c'est une autre forme de peur en fait. Est-ce que tu aurais un message Ben moi, je ne sais pas si tu connais le texte de Marianne Williamson qui dit « Notre peur la plus profonde n'est pas d'avoir notre peur la plus profonde, voyons, je suis en train de l'oublier, je le dis tellement que je le sais par cœur. C'est parce qu'il ne faut pas que je te le dise. Alors, je vais te le dire dans mes mots. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. Ça, c'est notre peur la plus profonde. Alors, je pense, puis moi quand j'ai lu ce texte-là, d'ailleurs, Mandela a repris. Mandela l'a repris dans un de ses discours. Moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai compris ce qui m'habitait. Et j'aime beaucoup, moi, j'utilise beaucoup la phrase « laisser notre lumière briller ». Pour laisser notre lumière briller, il faut de petites actions. C'est que nous, on s'imagine que là, tout à coup, il faut changer de vie du jour au lendemain. C'est pas ça. C'est juste de commencer à identifier un rêve, une activité, un projet qu'on a envie de faire depuis longtemps, mais qu'on se trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Et de se dire, ça suffit. Moi, ça fait exemple, mettons quelqu'un dirait, moi, ça fait 1 an que ça fait des années que je rêve de faire un voyage en Europe. Bien, commence à faire un plan d'action maintenant. Assis-toi, là, puis comment tu peux y arriver à faire ce voyage en Europe? Quand aimerais-tu partir? Quel serait ton itinéraire? Ça te prend de l'argent pour y aller. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour aller chercher cet argent supplémentaire? Mettre en place les premiers petits pas pour... Et faire ces petits pas-là, tout simplement. J'adore ça. Arrêtons de penser qu'il faut des grandes choses. Ouais. Non, des petites choses. Et au fur et à mesure de toutes ces petites réalisations, bien, on trouve le courage d'une plus grande réalisation. On trouve le courage, la force, la confiance. Alors du coup, peut-être qu'une question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire maintenant? Ah, ça, c'est un fait. Oui. Alors du coup, ça m'amène à une deuxième question dans le même genre.
une personne, imaginons, elle sent qu'elle a ce potentiel et qui a une bonne créativité, une bonne inspiration, très connectée à la spiritualité, a plein d'idées. J'aimerais, par exemple, je sais pas, devenir auteur, conférencière, faire des formations, faire un tour du monde, faire une comédie musicale, faire un film, et tous des trucs qui quand même prennent du temps. Oui, oui, beaucoup. Et comment savoir par quoi commencer? Bonne question. Euh, Peut-être par le désir qui est le plus pressant. Moi, j'ai commencé par le désir le plus pressant, c'était écrire un livre. Je sais qu'une grande partie de ce que j'ai à faire, c'est donner des conférences parce que je suis une bonne communicatrice. Mais le désir le plus pressant pour moi était d'écrire un livre. C'est-à-dire que voilà, conférence c'est cool, Oui, mais le truc le plus stimulant c'était le livre. c'était là, c'était ça. Je devais mettre sur papier, particulièrement avec mon livre sur la spiritualité, Dieu s'en moque, je devais mettre sur papier tout ce qui était là au fond de moi, puis qui était là depuis des années, ma réflexion sur la spiritualité. C'était mon besoin le plus pressant. Alors, comme ça que je l'ai fait, puis j'ai entrepris. Puis après, je pense que après ça, il y a d'autres choses qui arrivent, là, parce que tu le publies, ce livre-là. Là, il y a d'autres avenues qui s'offrent à toi. Et on te propose des conférences. Voilà. Alors là, tu te dis, ben je vais donner des OK, je vais aller faire une conférence, je vais en bâtir une, je vais aller vers ci. Là, tu as d'autres propositions qui entrent. Pour moi, en tout cas, je regarde mon chemin d'avenir. J'ai toujours dit que Tupperware était une transition dans ma vie. C'est clair pour moi que c'est une transition. J'y trouve beaucoup de bonheur, j'ai trouvé beaucoup d'accomplissement, mais je sais qu'avec mes livres, c'est une autre carrière que je suis en train de me construire. Puis des fois, on a cette urgence d'être dans cette prochaine carrière, mais tout ce qu'on vit actuellement est nécessaire à cette prochaine carrière. Ah, j'aime bien ça. Alors, il faut accepter que les choses, des fois, prennent du temps. Donc, c'est pas, du coup, pour le redire différemment, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est qu'en fait, on est en préparation à la suite. Oui. Cool. Puis on est impatient, David. On est dans une société où les gens ne sont plus patients. Et il faut apprendre la patience. Parce que la patience fait partie de la sagesse aussi. Il faut apprendre que les choses prennent du temps et que ce temps-là, c'est un temps de formation, c'est un temps de gestation, c'est un temps qui nous prépare. Et puis moi, ben, j'ai fait mon livre, j'ai écrit Dieu s'en moque, mais écoute, ma réflexion a tellement explosé depuis que j'ai écrit ce livre-là. Et c'est après que c'est devenu clair que moi, j'ai envie de consacrer ma vie à quoi? Je veux consacrer, en tout cas mes prochaines années, à essayer de comprendre la dimension spirituelle de l'être humain, quelles que soient les croyances de cet être humain.